Bonjour et bienvenue pour ce 6e webinaire des CGF Open Days. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes en grande forme puisqu'on va parler aujourd'hui d'ingénierie financière. L'ingénierie financière, on le sait, ça reste encore, on va dire, un milieu qui n'est pas forcément grandement connu du grand public. Et la chance qu'on a aujourd'hui, justement, c'est d'avoir les experts de CGF qui vont pouvoir vous prodiguer à travers ce webinaire tous les conseils dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser vos objectifs financiers. Alors, on a parmi nous notamment Madame Aminata Chermbaï, qui est le directeur de l'ingénierie financière à CGF Bourse, et Monsieur David Jeanfay, qui est responsable de la recherche et analyse financière à CGF Bourse. Bonjour à vous. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour David. Alors, nous allons aujourd'hui revenir notamment sur les préceptes de l'ingénierie financière et également on abordera les métiers de l'ingénierie financière et aussi quels sont ses enjeux. Alors, bien sûr, vous avez l'occasion tout au long du webinaire, comme à l'accoutumée, de poser vos questions. N'hésitez pas à commencer à les poser dès à présent. On fera en sorte de les traiter au fil du webinaire et aussi lors de la session de questions-réponses qui va se dérouler en fin de session. Et donc, je me tourne vers nos experts pour nous en dire plus sur l'ingénierie financière. Je vous invite aussi à partager cette vidéo à tous ceux que vous connaissez qui pourraient être intéressés par le sujet, que ce soit des étudiants à la matière, que ce soit des directeurs financiers. Donc, n'hésitez pas à leur partager le lien du webinaire pour qu'ils puissent interagir avec nous en direct pendant la session. Merci Karine et bonjour à vous tous qui assistez à ce webinaire et généralement au CGF Open Days 2020, particulièrement ce webinaire consacré à l'ingénierie financière. J'espère qu'à la fin de la présentation, nous serons tous plus à l'aise avec l'ingénierie financière et ses enjeux. Comme vous voyez, le thème du webinaire, c'est l'ingénierie financière, les conseils pour réaliser vos objectifs financiers. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet avec les points qui seront abordés afin de nous permettre de comprendre comment utiliser l'ingénierie financière pour atteindre nos objectifs financiers et je dirais aussi non financiers. En premier, nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'ingénierie financière. Ensuite, les facteurs de succès de l'ingénierie financière. Qu'est-ce qui fait le succès de l'ingénierie financière à travers le monde, à travers le milieu de la finance? Quelles sont les activités types de l'ingénierie financière, les métiers de l'ingénierie financière? Ensuite, nous verrons quelques références de CGF Bourse dans le domaine. Et pour finir, nous allons échanger sur les points que vous voudriez et les points d'éclaircissement et les détails que vous voudriez qu'on apporte via un échange. Il faut que cette session soit le plus interactive possible, que ça ne soit pas purement technique. Merci. Donc, en premier, qu'est-ce que l'ingénierie financière? D'abord, je pense que c'est important et même nécessaire de poser le contexte qui a contribué au développement de l'ingénierie financière ces dernières décennies à travers le monde. L'ingénierie financière trouve son origine dans les besoins exprimés par les grandes entreprises et les institutionnels dans la mise en œuvre de leur stratégie d'investissement et du financement optimal des projets de l'entreprise et des institutions. Là, j'insiste sur le mot optimal, financement optimal. Donc, c'est dans ce contexte que les banques traditionnelles ont mis en place des branches banques de financement et d'investissement qui ont vu le jour dans les marchés anglo-saxons à travers les corporate and investment banking, qu'on appelle dans le jargon les banques de financement et d'investissement en français. Et l'ingénierie financière est une partie intégrante de ces banques de financement et d'investissement. On peut même assimiler l'ingénierie financière au investment banking, à l'activité de la banque d'investissement. Qu'est-ce que l'ingénierie financière? L'ingénierie financière consiste à proposer à chaque client des solutions sur mesure adaptées à ses besoins. D'où le terme de finance sur mesure que vous voyez en haut. Chaque solution est spécifique à un besoin exprimé par un client. Il peut y avoir, par exemple, 2 clients dans le même secteur ou bien dans le même secteur d'activité sur le même marché qui peuvent avoir le même besoin, mais à chaque fois, il y a une différence dans la réponse. Il faut à chaque fois adapter la réponse qui est apportée pour chaque besoin.
Parce que même si c'est deux entreprises ou bien deux institutionnels qui sont dans le même secteur, sur le même marché, le contexte économique de l'opération peut changer. La structure financière n'est jamais la même d'une entreprise à une autre. D'où le terme de finance sur mesure. En général, la division ingénierie financière exerce principalement une activité dite de haut de bilan. En général, on parle d'activité de haut de bilan, ça peut être une opération en tant que telle ou bien une activité de conseil. Les activités, les missions d'ingénierie financière, que ça soit en conseil ou bien en opération en tant que telle, a toujours, ou bien ces missions-là ont toujours un impact sur le haut de bilan des entreprises. On prend juste un exemple. Par exemple, les emplois et les ressources stables pour le passif. Si on travaille sur une dette à long terme, une dette à long terme, un financement à long terme, par exemple, ça impacte le passif, les emplois et les ressources de l'entreprise. C'est toujours le haut de bilan. Du côté de l'actif, les missions d'ingénierie ont toujours, par exemple, un impact sur les immobilisations corporelles et incorporelles. Par exemple, si on aide une entreprise à acquérir un terrain, construire une usine, par exemple, ou bien même acheter un brevet ou bien une licence. Ça impacte les immobilisations incorporelles dans ce sens-là. Après, la clientèle de l'ingénierie financière. La clientèle de l'ingénierie financière est principalement composée de corporates. C'est un anglicisme. Quand on parle de corporate, en fait, il s'agit des grandes entreprises. Mais l'origine même de l'ingénierie financière vient de là, d'où l'appellation des banques anglo-saxons Corporate and Investment Banking. En fait, l'origine, c'est le besoin de l'ingénierie financière, c'est le besoin exprimé par ces grandes entreprises pour trouver des solutions innovantes et se financer optimalement sur le marché et via d'autres produits. Dans notre contexte ouest-africain et même sénégalais, on peut avoir des clients qui ne sont pas des grandes entreprises, mais qui sont des mid-cap, des moyennes entreprises ou même des PMI. Sur les PME, CGF Bourse a mis en place des solutions d'accompagnement spécifiques destinées à cette cible-là, les PME, on y reviendra plus tard. Après, il y a les institutionnels. Quand on parle d'institutionnels, il s'agit des banques, des compagnies d'assurance, les fonds d'investissement, par exemple, les fonds de pension. Ce sont autant de clients qui font appel à l'ingénierie financière. Là, quand on regarde, et je vais afficher la troisième catégorie qui est le secteur public, les États, qui font appel à l'expertise de l'ingénierie financière via leur démembrement, par exemple les trésors publics, pour lever des fonds pour les grands projets, les sociétés parapubliques, par exemple, et même les municipalités, entre autres, qui sont des démembrements aussi de l'État. Quand on voit ces trois catégories-là, on voit automatiquement la différence entre ingénierie financière et finance de détail. Ici, on est dans ce qu'on peut appeler le wholesale. C'est de la finance, comme je dirais, sur mesure, destinée à une clientèle cible, qui sont plus souvent dans ces trois catégories-là, soit grandes entreprises institutionnelles ou bien le secteur public. Et pour finir sur ce qu'est l'ingénierie financière, il faut savoir que toute mission d'ingénierie financière ou bien toute solution proposée par l'ingénierie financière, sa pertinence et son efficacité reposent sur la mise en place, la coordination de plusieurs expertises. L'ingénierie financière fait appel, par exemple, à des domaines de compétences divers, tels que les techniques comptables et financières, la fiscalité, le droit des affaires, la stratégie des entreprises, les techniques de négociation, et il faut aussi des compétences sectorielles. Ceci est plus valable dans les marchés développés, où je donne par exemple le cas d'un acteur, d'un associé ou bien d'un analyste en banque de financement d'investissement. Dans les marchés développés, cet analyste ou cet associé est spécialisé produits et secteurs. Vous voyez par exemple un analyste qui est spécialisé dette, énergie.
dette, infrastructure, dette, etc. Mais je pense que ce qui fait la force sur notre marché, c'est les acteurs sont pluridisciplinaires, multisectoriels. Il nous arrive, par exemple, de travailler avec une société qui est dans la transformation digitale, qui est dans les télécoms, et le lendemain de travailler avec une société industrielle. Donc, il y a une capacité d'adaptation qu'on a sur le marché local qui est un atout et une valeur ajoutée dans la recherche d'expertise et de compétences dans l'ingénierie financière. Donc, voilà en gros ce qu'est l'ingénierie financière et ce qu'on pouvait en dire. Pour les facteurs de succès de l'ingénierie financière, en fait, je dirais que toute opération d'ingénierie financière nécessite de recueillir toutes les données et d'avoir le contexte même et la situation réelle du client qu'on accompagne. Et ce sont ces facteurs-là, cette liste n'est pas exhaustive, mais je trouve que ce sont les facteurs clés qui ont contribué au développement de l'ingénierie financière ces dernières décennies, que ça soit au niveau local, mondial, comme on veut. Mais la compréhension, le premier point, c'est la compréhension des enjeux stratégiques des clients. Comme je disais, toute mission d'ingénierie financière commence par un diagnostic du client. Il faut recueillir des données, les analyser, faire le diagnostic de la situation, l'évaluation de l'entreprise, avant de faire un montage financier ou non financier pour accompagner le client. Donc, c'est ça qui fait que à chaque fois, on a des clients qui fassent ou bien qui font appel à l'ingénierie financière dans la recherche de solutions pour leurs besoins. Le deuxième point, c'est la proposition de solutions innovantes. Quand un client fait appel à un expert, c'est pour avoir mieux que ce qu'il peut faire. Un client qui vient pour une structuration de levée de fonds, si le client peut le faire à un coût moindre, il n'a pas besoin d'aller voir un expert pour l'accompagner là-dessus. Donc, un des facteurs clés de succès de l'ingénierie, c'est sa capacité à proposer des solutions innovantes et aussi, je dirais, à moindre coût. Il faut que le coût ne soit pas élevé. Et même si il est élevé, il faut que ça soit en adéquation avec ce qu'on a proposé et le bénéfice que ça représente pour l'entreprise. Le troisième point, c'est le respect des délais établis. J'aime bien le graphe que j'ai mis en bas. Je pense qu'il faut toujours trouver un équilibre entre le respect des délais et l'exécution de la mission qu'on nous confie. Là, je vais juste donner un exemple. Par exemple, un client qui vient nous voir pour financer un investissement qui est prévu premier trimestre 2021 au plus tard. Si on lève l'argent au mois de décembre 2020 ou bien au mois de janvier 2020, ce n'est pas la même chose que de lever l'argent, par exemple, au mois de juillet-août 2021. Ce retard-là peut avoir un impact énorme sur l'entreprise, sur ses activités, sur son positionnement par rapport à sa concurrence, sur sa stratégie de développement. Donc, le respect des délais, c'est quelque chose qui est primordial et qui fait aussi le succès de l'ingénierie financière. En quatrième point, il y a la mobilisation des différents experts. Comme je disais sur la première diapositive, une mission d'ingénierie financière nécessite la coordination de plusieurs expertises. Je donne juste un exemple, par exemple, mais je ne veux pas trop entrer dans les détails d'une opération type. Mais sur la liste que j'avais donnée, il y avait par exemple des compétences en fiscalité, droit des affaires. Donc, on peut avoir des opérations où, par exemple, il y a des avocats d'affaires qui sont impliqués. Il y a des cabinets d'audit qui sont impliqués, par exemple, pour la due diligence financière, entre autres. Il faut une mobilisation et une coordination synchronisée de ces experts. Un acteur en ingénierie financière n'est pas forcément un expert dans chaque domaine, mais il faut
que cet acteur-là ait une notion dans chaque domaine pour pouvoir coordonner, synchroniser et que le timing soit respecté avec les différents experts. D'où cette mobilisation des différents experts. Et en dernier point, il y a la prise en compte des besoins complémentaires. Quand on parle de prise en compte de besoins complémentaires, dès qu'on rencontre une société, un État, une institution qui nous fait part de ses besoins, je disais que la première chose à faire, c'est de recueillir des données, de faire un diagnostic pour établir un diagnostic clair et voir dans quel domaine on peut les accompagner. Je pense que dans ce diagnostic-là, l'expert doit être en mesure aussi de déceler d'autres besoins complémentaires ou bien même des besoins connexes. Je donne juste un exemple. Si on aide une entreprise à lever des fonds sur le marché financier pour un investissement sur 6 mois, ou bien même sur 1 an pour la construction d'une usine ou autre chose. La construction ne se fait pas en un jour. Donc, l'argent est levé le jour J, mais l'entreprise ne va pas utiliser tout l'argent le jour J. Donc là, l'ingénierie financière, l'expert doit être capable de dire, par exemple, à la société, on va travailler sur la gestion de trésorerie et l'optimisation des fonds là, pour minimiser, par exemple, le taux de sortie. Lui proposer d'autres solutions afin de minimiser le coût de l'opération. Ne pas laisser l'argent dormir dans des comptes sans rémunération et autres. Donc, ça, c'est un exemple de besoins complémentaires qu'il faut prendre en charge dans une mission d'ingénierie. Grosso modo, voici les facteurs clés, je ne dirais pas les facteurs seulement, mais les facteurs clés qui ont fait le succès de l'ingénierie financière pendant ces décennies-là au niveau mondial. Maintenant, on va passer au métier de l'ingénierie financière, à savoir les activités liées à l'ingénierie financière. Il y a 3 catégories de métiers dans l'ingénierie. La première catégorie, ce sont les activités de marché. Quand on parle d'activités de marché, ce sont les solutions proposées qui font appel à des supports du marché financier. Ça peut s'agir de dettes, que ça soit via un appel public à l'épargne ou bien un placement privé. Il peut aussi s'agir de capital, equity, généralement par APE, parce que là, on fait appel au marché, en général quand c'est du capital. La deuxième catégorie des métiers de l'ingénierie, c'est l'activité hors marché. Ce sont des solutions qu'on structure sans passer par le marché financier. Dans cette catégorie-là, il y a le financement structuré. On va y revenir plus en détail. Et la troisième catégorie, c'est le conseil. Si vous vous rappelez, je disais qu'une mission d'ingénierie financière peut être une opération en tant que telle. Dans les 2 premières catégories, ce sont des opérations réelles. Mais il peut aussi s'agir d'activités de conseil. C'est la 3e catégorie, le conseil. Et dans le conseil, on retrouve, ce n'est pas exhaustif, parce qu'il y a autant d'opérations de conseil qu'il peut y avoir de clients. Ces opérations de conseil-là peuvent s'inscrire dans un but purement financier ou bien non financier. Tout ça rentre dans cette activité de conseil-là. Donc là, j'ai juste donné quelques exemples, comme l'élaboration de BP stratégiques, la valorisation. Parce que le conseil, en fait, réunit l'ensemble des compétences liées au diagnostic financier de l'entreprise, à son évaluation, à sa transmission. Quand on parle de transmission, c'est par exemple via le conseil dans les opérations de fusion, cession, acquisition. Ça peut être une cession d'une partie de l'entreprise ou bien de l'entreprise même, ou bien juste d'intégrer un autre partenaire dans le capital. On va y revenir plus en détail. Là, on revient à la première catégorie qui concerne les activités de marché. Dans les activités de marché, j'avais dit qu'il y a une petite catégorie, une première catégorie qui concerne la dette.
Cette dette-là peut être levée sous plusieurs formes sur le marché. Ça peut être sous forme d'emprunt obligataire, par exemple, de billets de trésorerie, de titres de créance via les fonds communs de titrisation. Et sur notre marché, le papier qui est le plus souvent utilisé, ce sont les émissions obligataires. C'est pourquoi je donne ici un exemple d'émission d'obligations sur le marché financier régional de l'UMOA. Par exemple, pour une levée de fonds, comme je disais, ça pouvait se faire par appel public à l'épargne ou bien via un placement privé. La différence se trouve dans la cible d'investisseurs. Par exemple, une levée de fonds d'émissions obligataires par appel public à l'épargne peut se faire sur le marché avec un montant qui est non plafonné. On peut lever n'importe quel montant. Dernièrement, la Sonatel a eu à lever 100 milliards. Les États viennent sur le marché pour lever parfois 200 milliards. C'est faisable sur le marché. Avec une valeur nominale de 10 000 et une communication qui est faite au niveau sous-régional dans le cadre de l'appel public à l'épargne. Mais il y a un point qui est essentiel, c'est la notation financière par les deux agences qui sont agréées par le régulateur, à savoir le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Pour un appel public à l'épargne, il faut que l'émetteur soit noté investment grade. Quand on parle de investment grade, c'est sur l'échelle de notation. Par exemple, l'échelle de notation la plus célèbre, c'est celle de Standard & Poor's. Une note investment grade, c'est de AAA à BBB. Si un émetteur n'est pas noté, par exemple, BBB et plus, il faut que cet émetteur-là constitue une garantie à première demande pour le capital et les intérêts. Parce qu'il faut savoir que lors d'un APE, la cible, c'est le grand public, les petits porteurs. Et ces épargnants-là sont garantis ou bien sont couverts par le régulateur, parce que ce sont des investisseurs non avertis. Et les titres sont inscrits à la cote de la BRVM. En ce qui concerne les levées de fonds par placement privé, les textes ont été revus dernièrement pour être plus en phase avec les besoins des entreprises. Avant, le montant ne pouvait pas excéder 10 milliards, maintenant c'est plafonné à 20 milliards. La valeur nominale est de 1 million. Et l'opération ne doit pas être réalisée avec une communication. C'est strictement privé. Et c'est placé auprès de maximum 100 investisseurs qualifiés. En général, quand on parle d'investisseurs qualifiés, il s'agit d'institutionnels qui ont la capacité de faire une analyse risque sur les papiers sur lesquels ils investissent. En plus, ils ont aussi la capacité de réaliser des investissements couramment sur le marché ou bien oui, sur le marché financier. D'où la valeur nominale de 1 million qui élague et cette valeur nominale était avant de 50 millions pour ne pas inclure les personnes physiques. Parce que dans les investisseurs qualifiés, on peut dire qu'une personne physique peut être un investisseur qualifié. Mais dans les normes et sur les marchés développés, ce n'est pas courant. C'est plus les institutionnels qui viennent en tant qu'investisseurs qualifiés ou bien les personnes physiques qu'on appelle les high net worth, qui ont une bonne assise financière et qui ne sont pas couverts par le régulateur en cas de problème. Et je continue toujours sur les activités de marché avec les opérations sur le capital. En premier, on avait vu les opérations en levée de dette. Là, on est sur des opérations sur le capital. Et la plus courante d'entre elles, c'est l'offre publique de vente. Une offre publique de vente est une opération lors de laquelle un actionnaire s'engage à céder une quantité déterminée de titres à un prix fixé à l'avance. Cette offre publique de vente-là s'inscrit le plus souvent dans, je ne dirais pas dans la continuité, avant l'arrivée d'une autre opération ou bien même de l'objectif même de l'opération en question. Il peut s'agir par exemple d'une introduction en bourse. Pour une introduction en bourse, il faut une OPV auparavant. Pour une opération de privatisation sur le marché, par exemple comme ce qu'a fait l'État de Côte d'Ivoire ces dernières années, il faut une OPV auparavant. On peut le faire via une OPV. Pour une augmentation de capital sur le marché aussi, c'est via l'OPV. Ça peut aussi être une OPV pour une sortie de fonds d'investissement,
qui est dans le capital d'une société pendant un nombre d'années déterminé et qui veut sortir via le marché en vendant ses actions au grand public. Donc, quand on parle, je voulais aussi insister sur l'augmentation de capital dont l'objectif est de lever des fonds frais sur le marché pour soutenir le développement de son entreprise. Les autres opérations sur le capital qu'on peut retrouver sur le marché, mais qui sont moins courantes quand même, ce sont les offres publiques d'achat, par exemple. Quand on cible une entreprise et qu'on achète ses titres sur le marché pour avoir une position majoritaire ou bien même de minorité de blocage. Une offre publique d'échange, quand deux entreprises disent, par exemple, on va échanger nos titres. L'exemple le plus récent, c'est, comment ça s'appelle, Sabodala, la société mère qui a échangé ses titres avec une société minière. Il n'y avait pas une vente, mais c'est un échange de titres. Par exemple, la société la plus petite dit à l'autre, je te donne une action de mon entreprise ou bien l'inverse et vous me donnez 2 actions de votre entreprise. C'est une opération publique d'échange d'actions. Il y a l'offre publique de retrait pour les sociétés qui sont cotées et qui veulent se retirer de la cote et l'offre publique de rachat d'actions. En général, l'offre publique de rachat ou d'achat peut précéder une offre publique de retrait. Racheter ces actions et après dire aux actionnaires qu'on va se délister quand il y aura un minimum qui sera coté. Et donc, sur toutes ces activités de marché, toutes ces opérations sur le capital, ce sont des opérations qui peuvent être structurées avec l'appui d'ingénieurs financiers. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que sur notre marché, l'ingénierie financière, c'est la banque d'investissement. C'est la même chose. Et toutes ces opérations, pour y arriver et les structurer, il faut l'appui de la banque d'investissement, donc à savoir l'ingénierie financière sur notre marché. Très bien. Donc, si parmi vous, il y a justement des entreprises, des États, on l'a vu tout à l'heure, des institutions qui sont là et qui sont intéressées à monter ce type justement d'opération, il y a vraiment tout intérêt à aller vers de l'ingénierie financière et donc des spécialistes en la matière pour pouvoir accompagner ça et le faire correctement, on va dire optimiser, comme ça a été dit tout à l'heure. Hein. Oui, optimal. Bien sûr. Là, on vient à la deuxième catégorie qui concerne les activités hors marché. En fait, les activités hors marché concernent principalement le financement structuré. Quand on parle de financement structuré, il y a beaucoup de choses dedans. Et là, le rôle de l'ingénierie financière, c'est de venir en tant qu'arrangeur de ces opérations-là. J'ai listé quelques exemples de financement structuré, mais il faut savoir que le financement structuré regroupe l'ensemble des activités destinées à apporter un financement aux acteurs économiques en réduisant leur exposition au risque grâce à l'utilisation de crédits complexes et structurés. Je vais prendre par exemple le financement lié au projet de développement. L'État du Sénégal qui veut se faire financer pour la réalisation, par exemple, de l'autoroute Dakar-Saint-Louis en passant par telle ville. Ça nécessite beaucoup de fonds. S'ils ne viennent pas sur le marché pour se financer, l'autre option qu'ils ont, c'est de faire appel à l'ingénierie financière pour structurer une levée de fonds avec des banques de développement, des banques commerciales, mais aussi en utilisant des produits qui existent déjà et qu'on peut complexifier pour diminuer le coût et arriver à lever le montant voulu. Donc, il faut savoir que le financement structuré, c'est un instrument qui est sophistiqué et qui est présenté aux grandes institutions, aux entreprises, grandes entreprises et aux États qui ont des besoins complexes. D'où la complexité de la réponse. Leurs besoins sont complexes. La réponse qu'on apporte aussi est complexe. Le financement structuré. Dans le cas, par exemple, d'un financement de projet, il s'agit de minimiser le risque. Parce que quand on parle de projet, ça implique une analyse approfondie du projet, de la rentabilité, de l'envergure du projet. Et le financement qu'on apporte doit minimiser le risque. Parce qu'ici, tout ce qui va rembourser l'argent emprunté, ce sont les flux de trésorerie qui viendront du projet. Donc, c'est un montage qui est complexe et
qui répond à un besoin complexe.